merci Nino. Alors, depuis 2019 déjà, l'aéroport d'Abidjan a accueilli environ 2 200 000 passagers, qui était un record pour l'aéroport. Malheureusement, en 2020, on a eu l'effet de la Covid-19 qui a fait chuter ce trafic-là à moins d'1 million de passagers. Voilà. Et à partir de 2021, on a eu une légère hausse. Nous sommes remontés un peu au-dessus d'1 million. Et par la suite, en 2022, on est passé à 2 millions. Oui, à peine 2 millions. Et puis 2023, 2 millions 300. Et 2024, 2 millions 535 490 000 passagers. Que globalement, l'IATA avait vu qu'après la Covid, c'était en principe en 2024 que le trafic aérien devrait reprendre au niveau de 2019. Heureusement, pour nous tous, cela a été dès 2023. 2023 déjà partout, hein, pratiquement partout dans le monde, les aéroports ont connu un regain en trafic passager. Voilà, ça c'est pour le trafic passager régulier. Pour les privés également, c'est à peu près la même tendance. C'est ce qu'on voit sur le graphe orange là, c'est ce que cela indique. Merci. Et du coup, si on compare avec... ça marche pas. Ah, ça y est. Si on compare avec les autres aéroports de la sous-région, comment on peut se positionner à Abidjan ? Avec les autres aéroports de la sous-région, c'est pratiquement les mêmes tendances, mais Abidjan, bien entendu, placé après Dakar et Accra, qui, eux, accueillent un peu plus de passagers. Merci. Je voulais parler avec vous aujourd'hui de la notion de hub aéroportuaire. Donc, c'est un mot qu'on entend souvent. Qu'est-ce que c'est qu'un hub et à quoi ça sert ? Un hub, c'est une plateforme essentiellement de correspondance pour les passagers et pour le fret également. Donc, une plateforme sur laquelle sera basée une compagnie, bien souvent nationale, qui regroupe les passagers des autres pays sur la plateforme pour faire une correspondance et les distribuer sur d'autres villes, voilà, de la région ou à l'international. Et du coup, les avantages d'avoir un hub à la place d'un aéroport simple ? C'est que, bien entendu, le trafic passager va s'accroître. On aura des investisseurs qui viendront, voilà, puisque du trafic, donc les investisseurs viendront également investir. Et puis, bon, bien entendu, ça va faire développer, ça va jouer sur la croissance du pays en question. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de pays qui disent oui, je suis un hub. Dakar se positionne comme un hub, Abidjan aussi, Lomé. Du coup, si on a plusieurs hubs, on perd un peu l'essence de cette concentration que veut la notion de hub. Donc, comment rationaliser ce développement ? Effectivement, presque tous les pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, chaque pays veut créer son propre hub. Voilà, et ce qui rend un peu difficile, voilà les choses. Ce qui devrait se faire, c'était un peu de spécialiser des hubs. Par exemple, on pourrait décider qu'Abidjan soit un hub passager, Dakar qui serait par exemple le hub au niveau de la maintenance, et puis on prendrait Accra ou le Togo, par exemple le Togo, pour un hub du fret aérien. Si on le fait ainsi, c'est un peu comme si on mutualisait en fait nos ressources pour mieux les utiliser. Malheureusement aujourd'hui, Dakar est bien entendu bien installé au niveau des MRO, un MRO, un centre de maintenance. Abidjan n'en a pas. Abidjan se prépare à créer son hub de maintenance. Après, les coûts d'exploitation, voilà, s'envolent et puis bon. On parlera bien entendu du pied d'avion. Après, ça aura des réactions sur voilà, Très bien, merci.
Quels sont les défis auxquels font face du coup les hubs en termes d'investissement dans les infrastructures? Abidjan aujourd'hui a lancé un gros programme d'extension. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, effectivement. Aujourd'hui, le terminal qu'on a est un terminal qui est en sous-capacité, ça il faut le dire, parce que depuis 2017 déjà, où on faisait à peu près 1 800 000 passagers, tandis que le terminal fait 2 millions passagers par an, on avait déjà entrevu créer un nouveau terminal. Voilà, je pense que ces temps-ci, ce terminal est en train de va naître avec l'État qui prend tout en charge pratiquement. Le défi, ce serait de passer à un terminal de 8 millions de passagers d'ici 2030 et après jusqu'en 2035, 5 millions pardon, 5 millions pour 2030 et puis jusqu'en 2035, on passera à 8 millions de passagers si tout se passe bien. Bien entendu, ce sera un terminal moderne, voilà, moderne, au-delà bien entendu des autres plateformes, Accra et Dakar, c'est un peu comme ça qu'on travaille entre nous. Hein. Voilà, on se mène la concurrence saine. Voilà, et ce sera une plateforme avec les dernières technologies. Imaginez, on va multiplier le nombre de passerelles télescopiques, on va agrandir les surfaces. Vu le défi qu'on a, notre terminal, il est dépassé. Je vous ai dit qu'on a 2 535 000 passagers avec une projection de 2 millions 600 voire 700 000 passagers pour 2025. Vous voyez, mais derrière, Aéria, en partenariat avec le groupe Aegis, bien entendu, travaille à créer de petites extensions, d'où le terminal 2. On avait un ancien terminal qui était le terminal domestique, qu'on a agrandi, qu'on a transformé en terminal 2. Et à cela, on a ajouté, parce qu'on met en place ici ce qu'on appelle la route de la Mecque. Lorsqu'il y a les Hajj, on a également construit un nouveau terminal pour gérer essentiellement ce trafic passager-là, de pèlerins. Voilà, tout ça pour essayer de désengorger le terminal 1, le terminal principal, voilà, qui est d'Abidjan. Merci. Un grand enjeu qui intéresse beaucoup de monde dans cette salle, c'est le coût des billets d'avion pour venir en Afrique de l'Ouest. Donc on s'étonne, quand on ne connaît pas, on s'étonne de voir que les billets sont aussi chers. Comment expliquer ces tarifs et bon, quelles pourraient être les solutions pour les réduire? Alors là, heureusement que notre tutelle travaille sur ce sujet-là également. Avec nous a réuni toutes les parties récemment pour échanger sur ce sujet qui est un vrai défi pour nous également, parce que quelquefois un billet d'avion d'ici Lomé est équivalent à un billet d'avion d'ici Paris en basse saison, bien entendu. C'est vraiment cher. Mais à l'analyse du billet, on se rend compte que c'est plusieurs facteurs qui greffent le billet. On a les taxes et les redevances, bien entendu, qui greffent ces billets-là. Mais au-delà de ces taxes et redevances, on a aussi la charge carburant, la surcharge carburant au niveau des compagnies aériennes qu'il faut voir. On a également les frais d'agence qui sont ajoutés au billet. Lorsque vous prenez votre billet, que ce soit sur le net ou en agence, il y a une charge qui est appliquée à ce billet. D'autres taxes, comme les taxes touristiques, qui sont essentielles, mais qu'il faut bien analyser et voir quels sont les taux à appliquer véritablement. Donc cette étude est en train d'être menée. Si des efforts sont faits à tous ces niveaux-là, je pense que le prix du billet d'avion va nettement diminuer. À ce sujet, il y a les présidents de la CEDEAO qui ont pris récemment une mesure qui sera appliquée, qui devrait être applicable à partir du 1er janvier 2026, qui vise à réduire tout ce qui est taxes et redevances de 25%. Donc, des travaux sont en train d'être menés pour rendre réelle cette mesure. Très bien, on l'espère tous. On attend le 1er janvier 2026 avec impatience. Le dernier enjeu dont je souhaitais parler avec vous, c'est la connectivité. Donc,
Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est encore perfectible. Comment faire pour ouvrir de nouvelles lignes, accueillir de nouvelles compagnies aériennes? Quelle est la stratégie? Cette stratégie, en principe, devait être basée sur la décision de Yamoussoukro, qui était une décision qui devrait promouvoir l'ouverture du ciel africain. L'ouverture du ciel africain par l'application de la 5e liberté, c'est de permettre à toute compagnie d'un pays qui a eu un certificat dans son pays d'effectuer des vols de pointe en pointe sur 2 pays différents. Je prends l'exemple d'un avion immatriculé national, Côte d'Ivoire par exemple, qui devrait avoir la possibilité de pouvoir prendre des passagers, je vais exagérer, en Afrique du Sud et les envoyer au Maroc, par exemple, si cette liberté était appliquée. Mais ce n'est pas tous les pays qui appliquent cette liberté, ce qui fait que les trajets pour joindre 2 pays, lorsqu'il n'y a pas d'accord, ça devient difficile pour aller, par exemple, en Zambie, par exemple. Il va falloir forcément prendre un vol, aller peut-être au Kenya, et du Kenya, aller en Zambie ou aller en Afrique du Sud, avant d'arriver en Zambie. Donc ça allonge les trajets. Du coup, ça augmente le prix du billet également. Tout ça, c'est un peu ça. Donc, il faudrait véritablement que les États travaillent sur la connectivité, véritablement, par l'ouverture du ciel aérien, de l'espace aérien africain. Et je pense que la tutelle travaille là-dessus également. Très bien, donc une vraie coopération entre États africains. Merci Michel. Je pense qu'on va... Yes, je suis là. Tu es là, merci. Merci. Merci à tous les deux pour cette intervention. Il y a un véritable enjeu sur l'aérien, on en est bien conscient, on en est un peu victime, mais c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous organisons cette conférence, c'est pour pouvoir partager, échanger sur les points forts, mais aussi les axes d'amélioration ou les freins au développement de ces hubs aéroportuaires en Afrique. Je vous invite toutes et tous maintenant à passer au déjeuner qui a lieu au niveau de la piscine, au niveau juste -1. Et nous reprenons, je vous invite à surveiller quand même l'heure, nous reprenons donc à 14h30, vous avez 1 heure de pause déjeuner.